du stress, j'ai pas de meilleure vision que celle de Simon Sinek qui disait travailler dur pour quelque chose que l'on aime, ça s'appelle de la passion, et travailler dur pour quelque chose que l'on n'aime pas ou dont on se fout, ça s'appelle du stress. Donc on voit de la même façon que dans La vie est belle là de Benigni, avec Benigni, eh bien une situation atroce, la plus atroce sur Terre, peut être en fait transformée en jeu. Et c'est ce qu'on appelle la ludification, transformer un travail en jeu. On peut transformer n'importe quoi en jeu, en fait, si l'on arrive à bien conditionner le cerveau humain de cette façon-là. Aujourd'hui, on vit dans un grand mensonge issu de la révolution industrielle qui est produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous êtes productif et vous êtes dépressif, soit vous êtes épanoui et vous êtes... Alors quand on la prononce, cette phrase, on se rend tout de suite compte qu'elle a des faiblesses, mais son vrai problème, c'est qu'elle n'a jamais été prononcée. En fait, c'est que la plupart des gens qui vivent par cette phrase vivent inconsciemment avec cette phrase. Ils prendront des décisions en se disant cette personne n'a pas travaillé si elle n'est pas en train de souffrir. Si elle n'est pas en train de se faire des milkshakes au Prozac tous les matins, elle n'est pas en train de travailler. Beaucoup de gens ont cette espèce de logiciel qui tourne dans leur tête de façon très... alors, comme un logiciel, vous voyez, comme un logiciel qui ne vous prévient pas qu'il tourne. Et cette espèce de malware, cette espèce de logiciel malveillant qui tourne dans notre tête, il faut bien sûr le désinstaller parce que toute personne productive n'est pas forcément épanouie. On peut avoir un grand ingénieur qui est excellent et puis qui un jour pète les plombs et tue quelqu'un, ou même mieux, travaille pour un gouvernement qui tuera des gens par là, c'est ce que l'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut avoir par ailleurs, on ne verra pas par contre quelqu'un d'épanoui tuer quelqu'un d'autre. Et on ne verra jamais quelqu'un d'épanoui en prison. À l'échelle macroéconomique, vous ne verrez jamais quelqu'un d'épanoui être un fardeau pour la société. Maintenant, le stress, il a un rôle, bien entendu. Il est naturel pour notre corps. Aujourd'hui, on a certains dérèglements hormonaux qui surviennent notamment à cause du fait que la majorité de la population mondiale vit en ville. Il y a aujourd'hui une hypercortisolémie chronique dans le monde. Le cortisol est l'hormone de stress, et c'est une hormone qui est très intéressante parce que c'est elle qui nous réveille. Quelqu'un qui se réveille en pleine forme, c'est quelqu'un qui se réveille avec un cortisol élevé. Et quelqu'un qui s'endort mal, c'est quelqu'un qui s'endort avec un cortisol élevé. Normalement, dans un rythme hormonal normal, eh bien, les humains devraient aller au lit avec beaucoup de mélatonine et peu de cortisol et se réveiller avec beaucoup de cortisol et peu de mélatonine. De plus en plus d'humains aujourd'hui sont dans une autre situation qui est qu'ils se réveillent avec un maximum de mélatonine et peu de cortisol et ils s'endorment avec un maximum de cortisol et peu de mélatonine. Notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur douche intérieure. L'hygiène est un combat permanent et le Moyen-Âge ou l'Antiquité se sont battus pour l'hygiène corporelle, mais quand déjà les Romains disaient mens sana in corpore sano, eh bien ils savaient qu'il y avait aussi l'hygiène intérieure. Et même au-delà de l'hygiène purement spirituelle, l'hygiène simplement du stress. S'endormir crasseux, on sait que ce n'est pas une bonne chose, mais beaucoup de gens s'endorment cortisoleux, si vous voulez, avec une sorte de crasse. Ça ne veut pas dire que le cortisol soit une crasse au sens large, puisqu'il est quand même bon pour nous au bon moment, mais s'endormir avec du cortisol, c'est comme s'endormir crasseux. C'est mauvais pour notre santé et c'est mauvais pour la santé d'autrui, puisque quand on a mal dormi, on est plus irritable, on va engueuler ses collègues au travail, on va engueuler ses enfants, on va éventuellement battre sa femme, on va faire des choses que l'on regrettera parce que ça augmente notre irritabilité. Et donc il est très important d'avoir une hygiène de cette nature. Si on revient à la question donc, du stress et du plaisir, déjà pour vaincre le stress, il faut connaître le stress. Par exemple, ce que je viens de dire sur le cortisol, très peu de gens le savent. Il faudrait qu'on le sache. On sait qu'en maternelle, par exemple, quand on fait faire de la méditation aux enfants, eh bien, ils sont moins turbulents. Et que remplacer les heures de colle par des heures de méditation est beaucoup plus efficace, notamment parce que l'heure de méditation n'est pas vécue comme une punition. Il n'y a rien de pire que la punition pour un stressé. J'ai plaidé une fois, j'ai coécrit avec mon cousin une lettre de demande de grâce à un condamné à mort qui s'appelait Arturo Díaz au Texas et qui était dans le couloir de la mort et qui a été depuis exécuté. Et on avait écrit une lettre au gouverneur du Texas pour essayer de comprendre. Parce que comme avait dit Jésus, celui qui juge ne connaît pas et celui qui sait ne juge pas. Et donc on avait essayé de... Bien sûr, il avait été condamné pour quelque chose de très grave. Et il avait, dans l'état où il avait commis son crime,
il était dans un état qu'on appellerait berserk quoi, aujourd'hui. Et en particulier, il y a eu des cas de procès où des personnes qui ont des nodules sur les glandes surrénales ont été acquittées parce que les glandes surrénales produisent l'adrénaline et que certains nodules peuvent surproduire l'adrénaline et faire que la personne va surréagir d'une façon très grave en situation de stress. Et donc poignarder quelqu'un de façon répétée et ce qui vu de l'extérieur semblerait être quelque chose de sadique, de barbare, quelque chose qu'on peut interpréter comme délibéré, alors qu'en fait c'est un résultat du stress. Et quand j'avais parcouru ce que j'ai appelé dans mon livre la neurochronologie, vous savez, dans les arbres, on peut regarder les arbres, là, on appelle ça la dendrochronologie, vous pouvez regarder les cercles de croissance des arbres, et puis ça vous dit s'il y a eu une saison sèche, s'il y a eu une saison humide, s'il y a eu une maladie, etc. Eh bien, vous pouvez regarder aussi la neurochronologie des gens. Personne ne naît avec l'envie de massacrer quelqu'un d'autre, personne. Mais on peut s'interroger sur ce qui a été planté dans les nerfs de personnes pour l'amener à se comporter de cette façon-là. Eh bien, de la même façon qu'un temps sec va créer un bois plus dur, un climat neurologique dangereux, avec beaucoup de stress, beaucoup de punition, avec le sentiment en permanence d'être traqué et d'être susceptible d'une punition grave, va créer des psychopathes. Si on ferme cette parenthèse-là, pardon, intéressons-nous bien sûr davantage à la vie civile, à la vie de tous les jours, qui est celle où on doit prévenir les dangers du stress. Idriss Shah avait dit si la violence est le résultat de sentiments frustrés, nous devons anticiper, nous devons comprendre ces sentiments frustrés avant qu'ils n'atteignent la chair. En anglais, c'est encore plus clair, la façon d'exprimer, c'est if violence is the result of pent-up feelings, then we must identify those feelings before they reach flashpoint. C'est ça que j'aime comme image. Before they reach flashpoint, avant qu'ils n'atteignent le point de la chair. C'est-à-dire, en fait, on a un bouillonnement en nous de stress, de frustration, etc., qui ne sont pas résolus. Et puis, à un moment, l'accumulation dans le cochon tirelire, on a des pièces de ce stress, de ce que j'ai vu à la télé, le type qui m'a klaxonné, le voisin qui a fait une soirée un peu tard hier soir, le chien qui a aboyé, toutes ces petites pièces là comme ça, au bout d'un moment, le cochon tirelire est suffisamment rempli pour qu'un type pète les plombs, sorte son fusil à pompe et tue quelqu'un sur une nationale. Eh bien c'est ça, before they reach flashpoint. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Maintenant, pour conclure aussi, eh bien, la solution au stress, c'est l'amour. La solution au stress, c'est l'amour. Quand on aime son métier, on peut avoir un niveau de précision avec cortisol très élevé, sans le ressentir, et en ayant parfaitement, transformé le plomb en or. Et le plomb, c'est le stress. Et l'or, c'est l'amour. En fait, on sait, par exemple, quand on tombe amoureux de quelqu'un, eh bien, ce sont des hormones très liées au stress qui sont libérées dans notre corps. Ce sont des hormones puissamment connectées au stress. La noradrénaline en particulier, qui est l'hormone du réflexe fuir ou combattre, le fameux fly or fight mécanisme, qui est donc, quand vous voyez un lion devant vous et que vous êtes dos au mur, et cette hormone est libérée, la noradrénaline, pour donner le courage d'aller rentrer dans l'art du lion, parce que vous ne pouvez pas fuir. Et cette hormone, avec bien sûr tout un réseau de réactions, peut décider si vous fuyez ou si vous combattez. Et quand on tombe amoureux, quand on a le coup de foudre, la même hormone est libérée. Si vous êtes, alors on va se mettre dans la situation par exemple d'un homme hétérosexuel, eh bien on va se dire qu'il a vu une jolie blonde dans un bar, et là immédiatement c'est de la noradrénaline qui est libérée. Et ce qui fait que la majorité n'iront pas aller à la jolie blonde, c'est parce qu'ils ont une option de fuite. Alors pour le lion, vous êtes dos au mur, vous allez combattre. Eh bien, ce qui fait donc que la plupart des gens, quand ils ont le coup de foudre, quand ils sont très impressionnés par une personne dans la rue, ne vont pas aller lui parler. C'est parce que la solution de fuite est beaucoup plus grande ouverte que pour un lion. Mais ce qui est intéressant dans cette compréhension de la réponse hormonale de l'amour, c'est que ce n'est pas vécu comme une expérience traumatisante. Alors que c'est un moment où énormément d'adrénaline, de noradrénaline, de cortisol sont libérés, mais aussi de la sérotonine, de la dopamine, de l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone qui réduit l'impact du cortisol. On sait que c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des barachas au Japon. Quand on caresse un animal, on libère de l'ocytocine. On
sait que le contact avec des chevaux, ou des chiens, ou des chats réduisent l'ocytocine qui est aussi libérée quand on se fait un câlin. C'est pour ça que toutes choses égales par ailleurs, les câlins gratuits, les free hugs, sont beaucoup plus populaires en ville qu'à la campagne, puisque l'hypercortisonie est plus présente en ville qu'à la campagne. Donc on voit qu'en fait, on peut faire une alchimie du stress au bonheur, en étant tout aussi précis que quand on est stressé, voire plus, et en même temps en ne ressentant pas comme une situation de stress. Pour bien comprendre cette confusion entre amour et stress, justement, eh bien, il y a une belle expérience qui a été faite, c'est l'expérience des ponts, où on prend deux ponts différents, un pont branlant, complètement fragile, très impressionnant, et puis un pont très stable. Et un département de psychologie dit à des garçons d'aller rencontrer une jeune fille qui a été choisie, bien sûr, pour ses caractéristiques d'attractivité physique, et cette jeune fille doit leur remettre son numéro de téléphone d'une façon très flirtante, en faisant des clins d'œil, en disant rappelez-moi, je serai disponible quand vous voulez. Et les garçons la rencontrent, soi-disant pour prendre un rendez-vous pour une autre expérience psychologique, la vraie. Ils ne savent pas que la vraie expérience sera celle des ponts. Et ils la rencontrent sur ces ponts, elle flirte avec eux, et on va regarder combien de garçons vont rappeler. Eh bien, le groupe des garçons qui l'ont rencontré sur le pont instable rappelle beaucoup plus, parce qu'il y a ce que l'on appelle une confusion de l'excitation sexuelle. Et cette confusion de l'excitation sexuelle, c'est que la peur engendrée par le pont branlant crée un sentiment d'être amoureux. Et ça, c'était très très étudié par la CIA et par le KGB. Quand ils voulaient faire croire à une cible qu'elle était tombée amoureuse d'un agent, il était marqué dans les manuels de terrain des agents de la CIA et des agents du KGB que la meilleure façon de faire qu'une cible soit attachée émotionnellement, c'était de vivre des émotions fortes et régulières avec elle. Idéalement être pris en otage ensemble, par exemple. Donc, voyez que stress et amour sont des choses en fait qui sont à une bascule près l'une de l'autre, et que la meilleure façon de faire l'alchimie de toutes ces hormones que l'on a dans notre corps, il ne faut pas en faire l'ablation, il ne faut pas les enlever. Il faut se féliciter de tout ce plomb qu'on a en nous, et il faut être conscient que nous avons la capacité de transformer ce plomb en or.